Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Luxe s'installe sur BFM Business. Ça y est, tout un univers à découvrir. Un site, des podcasts, une émission. Ce sera exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est ça, Iconic Business. Pour ce premier numéro, une adresse parisienne, symbole des années folles, le Royal Monceau. Son tout nouveau directeur général, Nicolas de Gaulle, est avec nous. Sa responsable des arts, Julie Eugène, également. Quand le contenant devient aussi iconique que le contenu. Le flacon aux abeilles de Guerlain, ce sont 170 ans d'histoire, une pièce d'exception. Reportage à suivre en Italie, à Murano, avec Eva Jaco. Du beau, du vintage, du pointu, l'ultra-luxe d'occasion avec le site Rissi. Sa fondatrice, Sophia Bernardin, sera dans les désirables de la semaine. Et puis sans oublier ce qui deviendra un rendez-vous, l'iconique capsule, la tendance du moment. On parle encore et toujours d'Emily in Paris. C'est Iconic Business, bienvenue. Parisien, c'est comme ça qu'on présente le Royal Monceau Raffles, parce qu'on parle de l'entité de la galaxie Accor. Raffles, on est sur des adresses de prestige. Et pour en parler, eh bien, qui de mieux que son directeur général, Nicolas de Gaulle, bonjour. Bonjour. Julie Eugène, responsable des arts de l'établissement. On verra en quoi c'est un marqueur justement d'avoir ce responsable des arts, ce je ne sais quoi parisien. Nicolas, vous surfez sur cet héritage ? Exactement, c'est très important pour nous de continuer dans cet héritage, comme vous le dites, et de perpétuer, on va dire, ce que Raffles fait de mieux, aussi bien à Paris, mais à travers le monde. Mais le Royal Monceau, pour avoir cet héritage, c'est quoi ? C'est le supplément d'âme face à la concurrence ? Alors oui, c'est très important pour nous de se différencier face à la concurrence, comme vous le dites. On est vraiment basé sur l'art, sur le palace qui se veut contemporain, qui se veut très parisien pour les personnes qui viennent chaque jour. Il se démarque par plusieurs choses. Déjà, donc son design, comme on dit, qui a été fait par Philippe Starck il y a quelques années maintenant, et qui le rend très contemporain dans ce qu'il peut offrir, mais aussi par la diversité de son offre de restaurants et bars, qui est, je pense, un marqueur, on va dire, sur le marché des palaces parisiens, qui est très adapté, on va dire, à la clientèle internationale, mais aussi qui offre des grosses possibilités, on va dire, aux Parisiens qui ont envie de sortir ou de déjeuner ou de dîner dans notre établissement. On va y revenir en détail justement parce que vous évoquez plein de choses entre la clientèle locale, internationale, etc. et l'expérience du luxe qu'il faut offrir à cette clientèle. Julie Eugène, vous avez un poste assez particulier, responsable des arts d'un palace. Il y a le supplément d'âme et il y a le supplément d'art. Exactement. Alors ça s'inscrit dans une histoire qui est encore plus grande que juste le renouveau du Royal Monceau qui s'est fait en 2010 avec Philippe Starck. Le Royal Monceau, dès son ouverture en 1928, a reçu beaucoup d'artistes. Ça a jalonné toute l'histoire du Royal Monceau et en 2010, quand le palace a fait peau neuve, il s'est apparu comme une évidence de créer un poste inédit, celui de art concierge, qui est un service avant tout dédié aux clients, un responsable des arts qui peut avoir une vision assez globale, puisqu'on a des lieux aussi dédiés à l'art, une galerie d'art, une librairie des arts, une salle de cinéma. Et on a des œuvres d'art aussi partout dans l'hôtel, une collection d'œuvres d'art privées. Donc, l'héritage, les années folles d'un côté, avec des artistes de passage en villégiature, et de l'autre, Philippe Starck. Est-ce que Philippe Starck, on n'était pas dans quelque chose d'un peu trop mainstream, où justement on assume complètement cette signature ? Pour moi, Philippe Starck, c'est l'artiste designer. Et c'est un peu ce qu'on critique chez Philippe Starck et également ce qu'on admire, c'est son génie. Il est plus qu'un designer, il a une âme d'artiste. Et c'était une évidence finalement de lui laisser carte blanche et de rénover cet hôtel et d'inscrire le Royal Monceau Raffles Paris dans l'art contemporain, donc l'art actuel, dans sa ville, Paris. Nicolas de Gaulle, ça veut dire qu'on apprend, on peut vivre, on n'est pas dans un musée, on vit dans l'héritage et c'est possible de vivre au cœur d'une œuvre. Est-ce que c'est un marqueur pour la clientèle ? Est-ce que ça permet d'aller pousser les prix ou est-ce que la clientèle vient chercher ça justement ? Non, la clientèle vient chercher cette différenciation qu'on peut avoir avec les différents palaces et l'art en est un petit peu la chose centrale, aussi bien par le designer, mais aussi par les différentes œuvres d'art que l'on a tout au long de l'année. Mais aussi, on parle de l'art, on parle aussi des différents talents qu'on a dans notre établissement, c'est-à-dire qu'on parle des différents chefs,
Vous savez, on a un partenariat avec Matsuhisa Nobu. Donc, on a également un partenariat avec Davitorio, le 3 étoiles à Bergame, où on a un couple de chefs italiens qui est venu exprès pour ça. On vend un petit peu l'art dans tous nos endroits. On est près de l'Arc de Triomphe et Faubourg Saint-Honoré. Sur l'éventail de prix, on se situe où par rapport à la concurrence? On va voir ce qu'elle représente, cette concurrence, parce qu'elle est forte à Paris hein, en termes de palace. On se positionne comment? Alors, on est à peu près dans la même gamme que les autres palaces parisiens et je pense que c'est important de pouvoir rester dans le même prix ou dans la même gamme sur l'offre que l'on va donner. C'est juste qu'on offre quelque chose de différent que les autres palaces parisiens. C'est vraiment ça qui est important pour nous. On est toujours très discret sur les chiffres. Hein. On est dans la même gamme que les autres, mais on ne le dit pas trop. L'art d'abord et l'expérience ensuite, le raffinement. Et on a l'impression aussi de l'exclusivité pour se différencier. C'est exactement ça et c'est vraiment ce qui marque, on va dire, le Royal Monceau, c'est cette exclusivité. Alors aussi bien dans le design de nos chambres, comme j'ai dit, mais dans l'offre restaurant et bar. Et dans le spa, on vend un petit peu de l'exclusivité dans chaque chose, mais aussi dans notre service, on va dire, en chambre de butler, où on est le seul palace parisien à offrir un service de butler dès la première catégorie de chambre. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu différent et qui est, je pense, important pour pouvoir se positionner dans ce marché qui est très compétitif. Bah justement, dans la bataille que se livrent les palaces à Paris et en France, on va faire un tour d'horizon à présent avec Erwan Maurice qui va balayer pour nous cette concurrence à l'échelle certes parisienne, mais pas seulement, c'est à l'échelle de la France. On voit ça avec lui tout de suite. Et ce tour d'horizon, hein, Erwan, avec une image globale des palaces en France. Oui, d'abord, dans les palaces, on en compte 31 qui ont cette prestigieuse distinction en France. La plupart se trouvent à Paris. Hein. On en compte 12 dans la capitale, 6 sont dans les Alpes, 9 sur la Côte d'Azur, 3 dans le sud-ouest et puis 1 du côté des Caraïbes, hein, à Saint-Barthélemy. Alors, quels critères pour obtenir cette prestigieuse distinction? Il faut être un hôtel 5 étoiles, d'abord, bien sûr, avec un petit supplément d'âme. C'est ça qui va faire la différence. Être situé dans un lieu d'exception, proposer des services remarquables, en somme, offrir des expériences mémorables. Alors, comme l'ensemble de l'hôtellerie, hein, les palaces parisiens ont été victimes collatérales de la pandémie de Covid. Jusqu'à la fin de cette année, ils sont donc d'ailleurs exemptés des démarches pour renouveler leur présence dans ce classement. Ils le sont de fait automatiquement. Mais quelle santé quand même pour les palaces parisiens à l'heure actuelle? Oui, alors contrairement à la Côte d'Azur, les palaces parisiens ont particulièrement souffert de cette crise sanitaire en 2020 parce que ces établissements comptent en fait largement sur un public qui a été absent pendant de nombreux mois, à savoir la clientèle d'affaires et puis les étrangers. Effectivement, 3 clients sur 4 dans les palaces parisiens, ce sont des étrangers qui viennent des États-Unis, du Japon, de Chine, du Moyen-Orient et puis, avant la guerre en Ukraine, de la Russie. Bon, tout ça, c'est derrière nous, car il y a eu un rebond. On vous fera réagir justement, un vrai rebond sur ces derniers mois. Oui, sur les 6 premiers mois de l'année 2022, le revenu par chambre disponible, c'est la référence, hein, c'est l'indicateur de référence dans le secteur de l'hôtellerie. Il était supérieur de 15% par rapport à 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. Et ça, c'est bien le signe d'un fort rebond. Hein, donc, c'est les données du comité régional de tourisme de Paris. Merci, Erwan Maurice. Nicolas de Gaulle, qui sont vos clients à l'heure actuelle? Est-ce que cette clientèle, notamment internationale, est revenue? On parlait d'un net rebond. Est-ce que c'est le cas dans votre établissement? Alors oui, effectivement, c'est vraiment le cas et on a des marchés principaux comme les États-Unis, le Moyen-Orient et même l'Europe qui fonctionnent très très bien. Maintenant, on peut pas vraiment dire que c'est derrière nous. C'est malheureusement des pays comme la Chine et l'Asie de manière générale. On a encore un petit peu du mal à les voir revenir sur Paris, mais on a bon espoir que dans les prochains mois, les choses s'améliorent. On va y revenir dans un instant. On parlera justement de cette expérience culturelle, intellectuelle. La Maison Guerlain, elle, de son côté, cultive l'exceptionnel avec ce fameux flacon aux abeilles. 170 ans de savoir-faire. Et pour cet anniversaire, des pièces uniques. L'une d'elles est travaillée à Murano, en Italie, où Eva Jaco s'est rendue. Reportage.
C'est ici, derrière moi, qu'est fabriquée une pièce d'exception autour du flacon aux abeilles dans l'atelier d'Aristide Nagent. Exceptionnellement, pour Iconic, il nous accueille dans sa cathédrale pour découvrir les secrets de fabrication de cet objet d'art. Première étape, la fabrication de 12 fleurs en verre. Sur chacune d'entre elles, une feuille d'or y est délicatement posée. Les gestes sont précis, on assiste à un ballet méticuleux entre le maître verrier et ses 2 artisans. Deuxième étape, la création de 2 grandes feuilles. Une fois assemblées, le temps est compté et la concentration maximale. Vient ensuite l'étape la plus délicate. On assiste à des allers-retours millimétrés entre le four et le maître verrier qui colle à chaud de manière chirurgicale chacune des 12 fleurs sur les fragiles pétales en rotation continue. Une fois la parure assemblée, direction le four de refroidissement pour 24 heures. Derrière ce flacon d'exception, un artiste, Aristide Nagent, le seul verrier français de Murano. Le process de fabrication le fascine toujours. Coller toutes ces fleurs à chaud en portant toutes les 40 secondes, 45 secondes la pièce à l'intérieur du four à 1100 degrés où on déforme, on reforme sans arrêt la forme, c'était spectaculaire à réaliser. C'est une journée complète pour une pièce. Plus que sportif quelque part, c'était à la limite du possible. Pour Guerlain, la création de cette pièce s'inscrit dans une tradition très forte de la maison, où le flacon revêt un caractère aussi puissant que le parfum lui-même. Anne-Caroline Prazan, directrice du patrimoine chez Guerlain. Dès 1830, le fondateur de la maison, Pierre-François Pascal Guerlain, a très vite compris, 2 ans après l'ouverture de sa belle maison, que le contenant est tout aussi important que le contenu. Et il va collaborer avec des artistes, des artisans d'art de son époque. Et les 4 générations de Guerlain, de ces grands créateurs, vont faire la même chose. Et finalement, on reprend le témoin. Après cette série limitée de 10 bouquets de la mariée numérotée, d'autres éditions vont venir rythmer cette année anniversaire. Guerlain a collaboré ce mois-ci avec Maison Matisse pour une première pièce inspirée du tableau La musique du peintre Henri Matisse. Et en fin d'année, c'est la maison Chaumet qui va parer le flacon aux abeilles d'or et de diamants. Julie Eugène, ça vous parle quand on parle justement de ce savoir-faire, de cette sélection d'art? Excusez-moi, mais ça fait plus que me parler. Aristide Nagent fait partie des artistes qui a réalisé des pièces pour le Royal Monceau. Il a créé de nombreuses lampes et appliques au sein de notre hôtel. Ce ne sont que des éditions limitées, en fait même uniques, puisqu'elles sont toutes gravées, numérotées. Et quand on en met 2 à côté, on a l'impression qu'on va avoir 2 œuvres similaires. Et finalement, il y a beaucoup de différences. Donc oui, ça me parle. L'art et l'artisanat sont centraux au sein du Royal Monceau Raffles Paris. Quoi, vous êtes la caution intellectuelle, la caution artistique de l'établissement. Vous êtes à même d'apporter une sélection pointue, c'est ça la plus-value? Dans nos clients, il y a des personnes qui découvrent, mais il y a aussi des collectionneurs et des amateurs d'art qui ont une grande culture. Donc il faut... Même si on apprend toujours, il faut aussi pouvoir apporter des choses à nos clients. Avec quelque chose qui s'est développé, c'est la boutique en ligne. C'est quand même un pari particulier quand on vise le raffinement, l'exceptionnel. Et là, on a l'impression quand même qu'on démocratise un maximum, on vulgarise. C'est important dans la culture. La culture se doit tout de même d'être accessible à tous. Donc, il y a une dimension qui est... vraiment d'être d'exception, c'est le luxe, ça paraît inaccessible. Mais finalement, il y a quand même toujours des choses qui sont accessibles, notamment les livres. Donc notre librairie des arts est vraiment un lieu où on peut trouver des choses qui commencent à 8 € et puis ça peut aller à plusieurs milliers d'euros. Donc pour tout le monde. Et cette boutique en ligne est un moyen de montrer, d'ouvrir nos portes. Ça veut dire qu'on s'ouvre à un autre public, à une autre clientèle. Ce qui fonctionne très bien, c'est la pâtisserie, parce que la pâtisserie maintenant est en vogue et ça fonctionne bien. Et les gens, on va dire, commandent 24 heures ou 48 heures à l'avance, viennent chercher leurs galettes. Donc c'est très facile aussi. Donc on avait vraiment besoin, je pense, de s'adapter en fait aux besoins vraiment du client. Vous avez joué le jeu en amont. Je vous ai demandé quels étaient vos iconiques. On voit ça tout de suite avec vous. Mais je vais tricher, je vous en ai demandé 3 chacun et vous allez en choisir un seul. Julie Eugène. Voilà. Question piège. C'est vraiment très piège. On va dire le backgammon. Le backgammon, et pourquoi? Le backgammon parce que c'est une découverte.
En fait, nous travaillons avec la maison Hector Sachs, qui est une maison française qui travaille le cuir de manière artisanale et qui a développé toute une série de backgammon et de divers produits de jeu pour le Royal Monceau. Ça fait plus de 10 ans que nous collaborons avec eux. Et depuis l'année dernière, nous avons lancé un tournoi de backgammon parce qu'on s'est rendu compte que finalement, avec le Covid, justement, on avait aussi un besoin de se retrouver. Notre clientèle avait besoin de se retrouver dans un lieu. Et cet événement est un événement assez fédérateur. Nicolas de Gaulle, si vous devez en choisir un symbole, une illustration du luxe pour vous? Dans les 3 que j'ai fait, bien sûr. Donc moi, je dirais le lieu. Moi, j'ai parlé de Villefranche-sur-Mer parce que je suis donc... je viens de là. C'est une petite ville qui est entre Nice et Monaco et elle a la chance d'offrir la plus belle baie du monde, comme on dit. En toute objectivité, en toute objectivité. Mais c'est là aussi où j'ai grandi, où j'ai eu mes premières expériences. On a toujours envie de revenir là d'où on vient, on va dire. Merci à tous les deux. Merci Nicolas de Gaulle, directeur général du Royal Monceau Raffles, et Julie Eugène, responsable des arts. Merci d'avoir été avec nous.